Catastrophe nationale en Espagne, 26 000 hectares détruits par le feu en Catalogne. La population est mobilisée aux côtés des sauveteurs, mais manque de moyens. Une étape terrible dans les Pyrénées. L'Allemand Jan Ullrich reprend le maillot jaune. Les directeurs sportifs exigent des contrôles antidopage renforcés pour chasser le malaise qui plane toujours sur la course. Le gouvernement confirmera demain qu'il ne taxera pas les œuvres d'art dans l'impôt sur la fortune, mais qu'il changera le calcul et allégera la taxe professionnelle qui pèse sur les entreprises. En ce début d'été, les fruits sont plutôt rares et chers. Explication, la météo du printemps qui a sérieusement endommagé les récoltes. La mode de l'hiver prochain, défilé haute couture, Chanel, Lacroix, ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. L'incendie qui ravage depuis 4 jours maintenant le nord-est de la Catalogne, dans la région de Barcelone, a détruit à cette heure 26 000 hectares de bois et de culture. L'affaire tourne à la catastrophe nationale en Espagne, où près de 2000 pompiers volontaires, assistés de plusieurs hélicoptères et avions bombardiers d'eau, se relaient pour endiguer la progression du feu. Des Canadair français sont même intervenus en renfort. Ce soir, la première bonne nouvelle est arrivée, les conditions météo se sont améliorées cet après-midi, la chaleur est un peu tombée et le vent souffle en sens contraire de la progression des flammes. Sur place, en Espagne, les moyens employés sur le terrain restent réduits malgré la bonne volonté générale, ce qui explique peut-être l'ampleur du désastre. Reportage Vincent de Guyenne, José Boulestex. Quelques branches contre les flammes, assurément ces gens-là ne sont pas pompiers. Et pourtant, on a arrêté le plus gros, mais il reste des petits départs de feu, ça et là. Ce sont des Catalans, des gens du coin. Avec les moyens du bord, la nuit dernière, ils se sont battus comme des lions. Un barrage humain contre un mur de feu de 25 km. Même si je ne sauve qu'un arbre, pour moi c'est suffisant. Si je sauve un arbre, je suis content. Mais ce soir, je pense que j'en ai sauvé plus d'un. Ce matin, ils avaient les traits tirés à la caserne des volontaires de Torà. Un véritable quartier général où toute la population s'est mobilisée, jour et nuit. Aujourd'hui encore, de nouveaux bénévoles affluaient de toute la Catalogne. Il y a la volonté de défense de notre pays, la Catalogne, face aux événements. On est un peuple déjà habitué à se défendre. C'est une tradition ici. Les pompiers sont moins nombreux et la population fait partie du dispositif. Citernes et tracteurs sont mobilisés. On a toujours ces citernes en cas de besoin. Les autorités forestières nous appellent et dès qu'on peut on apporte de l'eau. Les civils ont appris sur le tas et malgré leur manque de formation, c'est parfois eux qui tiennent la lance du pompier. Dans le personnel civil, les paysans sont organisés en comité feu de forêt. Et ils jouent un rôle très important dans la lutte contre ces gros incendies. Sans eux, on ne s'en sortirait pas. Cette entraide peu orthodoxe a porté ses fruits et cet après-midi, pompiers et civils ont vu leurs efforts récompensés. Ce soir, la plupart des incendies semblent sous contrôle et la population catalane va enfin pouvoir se reposer. Simplement, elle devra rester vigilante à cause de ces fumerolles qui, un peu partout dans la montagne, menacent de s'enflammer si le vent revient à souffler. Je vous le disais en commençant, ce soir, ce sont donc 26 000 hectares de bois et de culture qui ont brûlé. Et les images aériennes, notamment, qui nous parviennent, montrent bien l'ampleur de la catastrophe. Florence Bouquilla. 27 000 hectares détruits, soit près de 3 fois la surface de Paris. Dans cette zone du nord-est de l'Espagne, écologiquement très riche, 6 millions d'arbres, principalement des pins, sont partis en fumée. Sur le front de l'incendie ravageur, près de 2000 personnes combattent. Pompiers et volontaires, avions et hélicoptères bombardiers d'eau, appareils de reconnaissance, camions-citernes. Ce matin, après 3 jours de vaine lutte, les pompiers s'avouaient enfin un peu plus optimistes. Et effectivement, cet après-midi, pour la première fois, l'incendie semble stabilisé. La température extérieure a baissé de 5 degrés, l'air est plus humide et le vent a changé d'avis, il repousse maintenant les flammes vers les zones déjà brûlées. Signe de l'accalmie, contrairement à hier, aucune évacuation de population n'a été organisée. Mais pour les Catalans, cet incendie est de triste mémoire. Il y a 4 ans, 80 000 hectares de leur forêt avaient déjà brûlé. Ce soir, toute la Catalogne espère la pluie.
Sur le Tour de France cycliste, victoire aujourd'hui dans la première étape de montagne dans les Pyrénées de l'Italien Massi. Le favori, l'Allemand Jan Ullrich, reprend le maillot jaune. Nous y reviendrons dans un instant. Pour le moment, revenons sur les conséquences de l'affaire de dopage qui a touché l'équipe Festina. Le souci des directeurs sportifs, des équipes qui demeurent dans la compétition, est de chasser le sentiment de malaise qui désormais plane sur ce sport. Et à cet effet, ils ont demandé que les contrôles antidopage soient renforcés. Reportage Alexandre Cara, Nathalie Gallet. Face à une affaire qui continue de jeter sur le Tour de France le doute généralisé, les directeurs sportifs, très attaqués depuis les aveux de Bruno Roussel, cherchent aujourd'hui à reprendre l'initiative. Avec cette grave affaire qui est apparue sur le Tour de France, le résultat des courses, on a l'impression que toutes les équipes sont à la même enseigne. Et je crois que ça c'est trop dommageable. Il y a des tas de gens qui sont sérieux, qui travaillent, qui sont honnêtes. Après s'être réunis, les directeurs sportifs ont demandé à l'UCI, l'instance internationale du cyclisme, des mesures immédiates. La rédaction d'une charte des directeurs sportifs, la présence dans chaque équipe d'un médecin responsable devant l'UCI, l'obligation d'employer des masseurs, licenciés et salariés, enfin la mise en place immédiate du nouveau règlement de contrôle de santé prévu à l'origine pour le 1er janvier 1999. Un suivi médical que les groupes sportifs et les médecins d'équipe doivent suivre avec des prises de sang et régulièrement tous les 3 mois. Et ben nous on dit, puisque c'est mis en place et accepté par tous pour le 1er janvier 1999, pourquoi pas le faire sur ce Tour de France et pour démontrer que tous les coureurs ne sont pas dopés et pas 99%. Outre ces mesures, les directeurs sportifs, bien décidés à ne pas être les boucs émissaires de l'affaire Festina, réclament une table ronde. Il n'y a pas que les directeurs sportifs, il y a aussi toute cette famille du vélo, au niveau de l'UCI, pour les Français, la Fédération française, enfin, tout le monde doit s'impliquer pour qu'on reprenne du crédit auprès du public. Ils veulent parler, ils veulent conférer, ils veulent trouver une solution, et ça c'est positif. L'initiative fait l'unanimité sur le Tour, mais il faudra du temps pour démontrer l'efficacité de ces nouvelles mesures, pour que le Tour prenne un nouveau départ. Dans l'enquête sur l'affaire Festina proprement dit, on a appris aujourd'hui que le médecin de l'équipe, le docteur Ricard, avait confessé à la justice que les coureurs finançaient eux-mêmes l'achat des produits dopants. Une caisse noire servait donc à des achats pour l'ensemble de l'équipe dont les coureurs devraient être très prochainement d'ailleurs entendus par le juge d'instruction. Par ailleurs, le milieu du cyclisme se met à parler. Un ancien coureur de l'équipe Casino, Frédéric Pontier, aujourd'hui redevenu amateur, avoue qu'il a pris régulièrement ce fameux produit dopant à l'origine du scandale, le PO. Olivier Caroff, Éric Delaine. Pour devenir coureur professionnel, Frédéric Pontier s'est longtemps entraîné sur cette route de Provence. Pour rester chez les pros, c'est une autre forme de préparation qu'il a dû suivre, une cure de PO, un produit dopant. Quand on m'a proposé ces produits-là, donc au départ j'étais complètement contre et assez directement. Qu'est-ce qui vous a décidé à dire oui? C'était un long entretien entre le docteur et moi, les docteurs et moi, pour pouvoir comprendre ce que c'était que ces produits, ce que ça pouvait m'apporter, les effets que ça pouvait avoir, mais ça, ils n'ont jamais été sûrs de pouvoir me les dire. Et que, le docteur, c'est le docteur de l'équipe? Les docteurs, il n'y a pas eu qu'un. Mais il y avait celui de l'équipe? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ses premières injections, il les a faites au bout de 2 ans et demi de carrière, un peu après cette course. Il était alors dans l'équipe Aubervilliers, puis en 97, il court pour Casino. Il reçoit d'autres propositions de dopage. On m'a clairement dit qu'on pouvait tout me proposer. C'est-à-dire tout ce qui est produit anabolisant et autres. Et bon, ces produits-là, moi j'avais toujours dit, et je suis resté dans ma politique personnelle, comme quoi je ne voulais pas toucher à autre chose que ce que j'avais déjà pratiqué. Et c'est un médecin qui vous a proposé des anabolisants? Oui, c'est un médecin, oui. Médecin et dopage, cela tient du couple infernal. Mais avec l'arrestation du docteur Rickert chez Festina, c'est tout un système qui apparaît. Un système où rien n'était laissé au hasard. Il y avait même un pot commun pour l'approvisionnement. Les primes que gagnaient les coureurs servaient à payer le dopage. Caisse noire, stock de produits, la direction de l'équipe Festina semblait très organisée. Face au dopage, certaines équipes ont réagi d'une toute autre manière. Chacun avait son produit, enfin ses produits dans ses bagages, je dirais. Ça, c'est la direction de l'équipe qui l'avait demandé? C'est un souci de protection de la direction de l'équipe. Des directions de l'équipe. Elle ne voulait pas que ça soit dans le même camion? Non.
Elle voulait pas qu'il se passe des histoires comme c'est passé chez Festina. Moi j'ai un grand bonheur aujourd'hui, c'est de gagner l'étape et de prendre le maillot à poids, c'est le plus important, merci. Son ancien patron, Vincent Lavenu, directeur sportif de l'équipe Casino, n'a pas souhaité aborder avec nous les problèmes du dopage. Sachez encore que les députés envisagent très sérieusement de former une commission d'enquête sur les problèmes du dopage dans le sport en France. Et pour en revenir à la compétition, première étape très difficile aujourd'hui dans les Pyrénées. Froid, mauvais temps, tout y était, de nombreux abandons et le retour en jaune du favori, l'Allemand Jan Ullrich. Florent Gautreau, Alain Poirier, résumé. Dès que le Tour s'invite en montagne, les routes se mettent à écrire et les banderoles commencent à fleurir. Messages subliminaux pour les coureurs, slogans embêtants pour les organisateurs. L'ombre des Festina plane encore, paradoxal pour un jour sans soleil. Ullrich n'a que faire de la vox populi, il imprime son rythme de favori. Il contrôle et laisse partir Elie, Massy et Vasseur. Dans le brouillard du Tourmalet, Vasseur voulait s'échapper et rééditer son exploit de l'an passé. J'ai essayé de m'inspirer de ça pour passer l'école devant. Je me suis dit que je pouvais le faire. J'ai beaucoup travaillé la montagne ces derniers temps. Et donc je récolte tout naturellement le fruit de tout ce travail. Mais Vasseur va souffrir car derrière Ullrich accélère. L'Allemand change de braquet, seuls les plus costauds suivent. Ries, Pantani et Leblanc sont de ceux-là. Jalabert, lui, grimace. Il a calé dans le col de Persourde. Il perd des secondes importantes et quelques illusions. J'étais fatigué sur la fin, en plus la pluie ça m'a... Enfin, je pense que ça a été général, mais ça m'a particulièrement gêné. J'ai chuté à la descente du premier col et bon, voilà quoi. Dans la dernière descente, alors que bon, j'aurais pu limiter un petit peu plus les dégâts, bon, j'ai encore cassé ma roue, c'était le bouquet quoi. Le bouquet du vainqueur, Rodolfo Massy le voulait plus que ses deux compagnons d'échappée. Dans le dernier col, Vasseur et Elie ne peuvent pas suivre le démarrage de l'Italien, diablement bien inspiré sur ce coup-là. Derrière, Pantani réagit mais un peu tard. Le meilleur grimpeur du monde a beau sprinter dans la montagne, il ne reviendra pas. Massy s'offre une étonnante victoire à Luchon, mais comme prévu, c'est Ullrich qui fait la bonne affaire. Au classement général, l'Allemand possède plus de 2 minutes d'avance sur Jalabert, plus de 4 sur Pantani. Il sera difficile de lui faire quitter sa tunique préférée. On saura demain ce que le gouvernement a décidé en matière d'impôts. Apparemment, il n'est plus question de taxer les œuvres d'art dans le décompte de l'impôt sur la fortune, mais de modifier le calcul de l'avoir fiscal. Et surtout, de changer et d'alléger le système de la taxe professionnelle payée par les entreprises. Jusqu'à présent, les sociétés à forte main-d'œuvre étaient pénalisées. Sébastien Vibert, Alain Locaccio. Quand Philippe Lécuyer a repris il y a 15 ans l'entreprise de son père, il pouvait compter sur 40 salariés. Aujourd'hui, la société emploie 302 personnes et investit les marchés belges, italiens ou chinois pour y vendre ses systèmes de détection anti-incendie. L'allègement de la taxe professionnelle viendrait pour Philippe Lécuyer à point nommé. La taxe professionnelle, qui pour nous représente 3 millions de francs, si on pouvait effectivement arriver à ce qu'elle ne soit plus assise sur les salaires, ça nous permettrait une réduction de l'ordre d'1 million de francs, ce qui certainement améliore notre compétitivité par rapport aux concurrents internationaux auxquels nous sommes maintenant obligatoirement confrontés. Les affaires vont si bien qu'en 5 ans, Philippe Lécuyer a dû embaucher 70% d'effectifs supplémentaires. Du coup, la masse salariale a grimpé et la taxe professionnelle a suivi. Et pas question de remplacer les salariés par des machines. La valeur de leur travail pour des petites et moyennes séries est une des clés de la réussite de l'entreprise. Pour autant, l'allègement de la taxe peut-il rapidement créer des emplois ? Non, ça ne peut pas être un outil de création d'emplois immédiat. C'est un outil de croissance et c'est par la croissance qu'on va créer l'emploi. C'est par la croissance des commandes, par la croissance des ventes qu'on va générer plus de besoins en production et donc de l'emploi. Les patrons des petites et moyennes entreprises étudieront donc attentivement les modalités précises de cet allègement. Mesure que beaucoup d'entre eux réclamaient depuis plusieurs années. La pastille verte qui permettra aux voitures les moins polluantes de circuler même en cas de pic de pollution commence à être expédiée chez les particuliers. Vous pouvez aussi vous la procurer dans les préfectures. Elle entrera en vigueur le 17 août prochain. Il n'est donc pas inutile de revenir sur les conditions d'accès à cette pastille et de voir quel est le sort réservé aux autres. José Blanc-Lapierre, Pierre-Laurent Constant. Guichet des cartes grises cet après-midi à la préfecture de police de Paris. Dans la file d'attente, aucun conducteur ne sait encore qu'une surprise l'attend à la caisse. La remise en main propre et gratuite de la toute nouvelle pastille verte. Je me suis dit c'est une voiture de 97, je dois avoir le droit. Donc je suis à moitié surprise.
Mauvaise surprise en revanche pour ceux qui n'auront pas droit au petit cadeau. Je ne lui donne pas parce que son véhicule est au diesel et qu'il date de 1995. Voilà. Alors monsieur, réaction? Mon véhicule est une poubelle. La pastille verte ou encore le droit de rouler les jours de pic de pollution est réservé aux véhicules à essence mis en service après le 31 décembre 92, aux véhicules diesel après le 1er janvier 97. Les 2 roues, les bus et les camions ne sont pas concernés. Commentaire. Il suffit de suivre un autobus et de se rendre compte de ce qui se passe. Les camions de la Poste, pour ne pas les citer, sont beaucoup plus pollueurs que la plupart des automobilistes. Depuis le 15 juillet, 700 pastilles vertes sont délivrées chaque jour à Paris, environ 1 pour 3 véhicules. À noter que la plupart des taxis en sont privés. Les voitures neuves dans le taxi, il y en a, mais pas beaucoup. C'est quand même un parc qui est assez ancien, donc je crois que ça sera vraiment problématique. Donc ça va être la ruée dans la rue, des cortèges de taxis. À partir du 17 août, voici qui aura le permis de circuler les jours de pic de pollution. Les pastilles vertes, les bonnes plaques d'immatriculation, pairs les jours pairs, impairs les jours impairs. Les 2 roues, le covoiturage, les transports en commun, les dérogations préfectorales et bien sûr, véhicules au gaz et électriques. Si vous faites régulièrement votre marché, ça ne vous a sans doute pas échappé, les prix des fruits en ce début d'été flambent. Les cerises ont été inabordables pour beaucoup d'entre nous, les pêches sont chères. La cause, eh bien, la météo du printemps et sa conséquence, la pénurie qui a suivi. Reportage Virginie Fichet et Thierry Meunier. Il n'y a plus de cerises, la saison est terminée, monsieur. Vous vous levez le matin, il y a un mois que c'est fini les cerises. Et cette année, les vendeurs n'ont pas chanté longtemps le temps des cerises. Au mois d'avril, le gel à par endroits détruit près de 75% des récoltes. C'est les dernières qui nous restent à Courzu en cerises. Elles sont super. Les dernières rescapées se sont arrachées à prix d'or. Mais dans le midi au mois de juin, c'était super cher, oh là là. Je les ai vus jusqu'à 49 francs le kilo, je vous assure. Et à Paris, 70. Quant aux pêches et aux abricots... Certaines variétés de pêche, il n'y en a pas. L'abricot, il n'y en a presque pas. On n'a pas fait de cerises. Vous êtes déçu? Ben un peu, oui, quand même, oui, parce qu'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de récolte. Récolte inexistante ou médiocre, les fruits de l'été n'ont décidément pas la pêche. Habituellement, cette coopérative de la Drôme collecte 12 000 tonnes de fruits. Cette saison, elle disposera d'à peine 8 000 tonnes. Les fruits sont rares. Conséquence, ici aussi, il a fallu payer plus cher les producteurs. En abricot, il y a à peu près 4 francs de plus que l'an passé à la vente. Et en pêche, c'est un peu moins sensible, il y a 1 franc, 1,50 franc de plus, quoi. C'est quand même déjà plus intéressant pour le producteur. Justement, cet arboriculteur, lui, s'estime heureux. Il n'a perdu que 25% de sa production de pêche et d'abricots. Ailleurs dans le département, certains ont vu la moitié, parfois même la totalité de leur récolte gelée sur l'arbre. Pour eux, la flambée des prix n'est qu'une maigre consolation. Quand on a une perte de 20%, 30%, on peut espérer que le marché rattrape les choses. On vend un petit peu mieux, il y a un peu moins de frais de récolte. C'est vrai qu'on peut espérer que ça rattrape. Quand on a un pourcentage de perte qui est à hauteur de 50%, je dirais à partir de 40%, là le marché ne peut plus rien rattraper. Au-delà du manque à gagner, les producteurs craignent à long terme de perdre des débouchés. Sur les étalages, les fruits italiens sont toujours en embuscade. La Coupe du Monde de football profite aux plus hautes autorités de l'État. Selon le baromètre BVA Paris Match, le président de la République obtient ce mois-ci 67% de bonnes opinions, plus 7 points par rapport au mois précédent. Et pour la première fois, Jacques Chirac devance Lionel Jospin, qui avec une hausse de 2 points atteint 65% d'opinions favorables. Plus prosaïquement, la Coupe du Monde de football a également profité aux vendeurs de téléviseurs et de bières. Vincent Fourcade, Jocelyn Lermusio. Le Mondial 98 avait décidément tout pour plaire aux téléspectateurs. Des heures de diffusion idéales, une équipe de France conquérante. Résultat, une hausse des ventes de téléviseurs de 40% par rapport à la même époque il y a un an. À noter l'engouement spectaculaire pour les modèles haut de gamme. Il s'est ainsi vendu 2 fois plus de postes grand écran cette année que l'an passé. Un score quasi inespéré quand on sait que 95% des ménages français sont déjà équipés en téléviseur. Mais c'était sans compter sur l'envie de goûter aux nouvelles technologies. Sur le champ, vous l'avez. Ce sont les téléviseurs format 16/9, donc téléviseur principal, familial pour suivre à la fois tout ce qui est film et aussi la Coupe du Monde. Les combinés comme téléviseur secondaire pour pouvoir suivre autre chose que la Coupe du Monde pendant l'événement. Et les magnétoscopes sur lesquels les ventes ont été relativement fortes liées à l'enregistrement que les clients souhaitaient faire pendant les matchs. Des produits qui devancent très nettement certains modèles futuristes beaucoup plus onéreux. Seulement 4 de ces écrans géants seront vendus en France. Mais la Coupe du Monde a également grisé les ventes des canettes de bière.
51% d'augmentation dans les grandes surfaces, comme ici dans cet hypermarché proche du Parc des Princes. Ça a dopé les ventes, ça c'est clair, puisque vous avez énormément de supporters qui sont au Parc des Princes. Il y a eu 5 ou 6 matchs au niveau du parc. Effectivement, on a vendu quand même beaucoup plus de bière que d'habitude. Mais je pense que le temps y a joué aussi un petit peu pour quelque chose. Le beau temps, les chaleurs assoiffantes en fin de retour. Les brasseurs ne sont sûrement pas les seuls à s'en féliciter. Dans l'affaire du sang contaminé, ce soir, sur les 3 ministres mis en cause, Laurent Fabius, Edmond Hervé, Georgina Dufoy, 2 ont fait savoir, Laurent Fabius et Edmond Hervé, qu'ils ne se pourvoiraient pas en cassation. Ils comparaîtront donc devant la Cour de justice de la République, réservée aux politiques. Et apparemment, les charges retenues contre eux pour homicide involontaire sont assez dures. Thierry Curtet, Bruno Livertou. Laurent Fabius, Georgina Dufoy, Edmond Hervé seront jugés rapidement, sans doute à la fin de l'année. En fait, aucun des 3 ministres ne se pourvoit en cassation après la publication de l'arrêt qui les renvoie devant la Cour de justice. Dans ces 225 pages, la commission est sévère avec les 3 ministres. Pour Laurent Fabius, elle pointe les retards coupables en matière de dépistage obligatoire pour protéger le laboratoire français. Ainsi, le Premier ministre et son cabinet ont fait en sorte, comme le leur demandait la société Diagnostic Pasteur, de gérer astucieusement le calendrier de cette mesure sanitaire. Conséquence, le test de l'américain Abbott est donc arrivé avec retard sur le marché, estime-t-elle. Pour le ministre des Affaires sociales, elle se voit reprocher son absence de décision. Elle n'a pas rendu obligatoire assez tôt l'utilisation de produits sanguins chauffés. Pour la Commission, l'inaction de Georgina Dufoy dans ce domaine de santé publique est susceptible de caractériser un comportement de négligence fautive. C'est en matière de prélèvement chez les donneurs à risque que la Commission accroche l'ancien secrétaire d'État à la santé. En ne prenant pas les dispositions pour que soit rigoureusement assurée la sélection des donneurs, en n'interdisant pas les prélèvements carcéraux, le secrétaire d'État a fait preuve de négligence, estiment les magistrats. Du côté de la défense, on estime que la commission réécrit ici l'histoire. L'arrêt de la commission d'instruction refait l'histoire avec les connaissances, notamment scientifiques, d'aujourd'hui. Nous avons apporté un certain nombre de réponses, nous avons apporté un certain nombre de documents, un certain nombre de précisions, nous avons formulé des demandes, notamment des demandes d'expertise. Pour tout cela, nous n'avons pas été entendus. Pour les ministres, comme pour les victimes, le souhait est maintenant clair, d'un procès le plus rapidement possible pour que le débat soit public. Au Front National, Jean-Marie Le Pen étant inéligible pour 2 ans, il envisagerait que son épouse prenne la tête de la liste du Front National aux prochaines élections européennes. L'intéressé fait savoir dans un entretien au journal François qu'elle n'est pas au courant de ce projet de son mari et qu'elle ne souhaite absolument pas prendre cette responsabilité. Grotte 30 000 fois millénaire en quête de paternité. En 1994, le spéléologue Jean-Marie Chauvet avait découvert à Vallon-Pont d'Arc en Ardèche une grotte recélant des peintures rupestres parmi les plus anciennes connues au monde à ce jour. Aujourd'hui, il attaque l'État à qui il reproche de vouloir le priver du droit d'exploitation de sa découverte. Françoise Vallet, Léon Lambert. Le 18 décembre 1994, attirés par un courant d'air à travers une cavité, 3 spéléologues découvrent une grotte extraordinaire. Sur les parois, 300 peintures d'animaux datant de 31 000 ans avant Jésus-Christ, un événement mondial. Jean-Marie Chauvet, co-découvreur de la caverne avec ses amis, était en promenade privée. Fonctionnaire du ministère de la Culture, il porte plainte en 1996 et accuse l'État de s'être approprié la grotte. Son avocat reproche à l'administration d'avoir antidaté un document afin de faire croire que la découverte avait eu lieu au cours d'une mission professionnelle. Aujourd'hui, le juge d'instruction estime qu'il y a des charges suffisantes et renvoie 3 hauts fonctionnaires devant le tribunal correctionnel pour faux en écriture. L'intérêt de la grotte Chauvet, je ne suis pas spécialiste, est évalué comme étant 30 ou 35 fois supérieur à l'intérêt du précédent de la grotte Lascaux. C'est dire si les scientifiques, les experts vont avoir un matériau fondamental à travailler. Mais c'est vrai également qu'à côté de cela, il va y avoir toute une exploitation de l'image de la grotte et qu'il n'y a absolument aucune raison, mes clients étant les inventeurs de cette grotte, qu'ils n'y participent pas à leur façon. Si le tribunal donne raison à Jean-Marie Chauvet et ses amis, cette fois, ils auront leur mot à dire sur l'exploitation commerciale et scientifique de la grotte.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le bilan du raz-de-marée de vendredi dernier pourrait atteindre un chiffre terrible, 8000 morts. Aujourd'hui, on sait que c'est une série de vagues d'une dizaine de mètres de hauteur qui se sont abattues sur la côte, sur un front d'environ 30 km de large, emportant tout sur leur passage. Pascal Doucet-Bon. Brûler les corps le plus vite possible. C'est l'essentiel du travail des secours, à l'exception des équipes médicales. Pas le temps de dresser de vraies sépultures, une croix de bois suffit là où le cadavre a été découvert. Les vivants sortent peu à peu de la forêt où ils s'étaient réfugiés. Les médecins japonais et australiens arrivés hier doivent soigner des centaines de fractures et la malaria qui frappe la plupart des rescapés. Les 3 vagues successives qui ont ravagé le lagon sont parties du large de l'épicentre d'un séisme et n'ont cessé de grandir et d'accélérer. À l'impact sur la côte, 200 km/h, 10 mètres de haut. Les Japonais appellent ça un tsunami. Ils y sont habitués et s'entraînent régulièrement à s'en protéger. Mais aucune de leurs méthodes n'est totalement efficace. En Papouasie, on n'en est pas là. La côte nord est la région la plus pauvre du pays. Les maladies tropicales et la malnutrition touchent la moitié de la population. Être frappé par une telle catastrophe dans une région où les gens n'ont même pas de quoi vivre décemment, c'est quelque chose de terrible. Les plus pessimistes parlent de 8000 morts. Paris a accordé une aide de 600 000 francs. Plusieurs organisations caritatives se mobilisent. Et l'ambassade de Papouasie en France en est réduite à faire appel aux dons du public à partir de lundi. L'Algérie, si soucieuse de son indépendance, accepte pour la première fois l'arrivée prochaine, demain, d'une mission des Nations Unies dans laquelle figurera notamment Madame Simone Veil. L'Algérie et surtout les Algériens victimes d'une nouvelle forme de la terreur des combattants islamistes, l'explosion de bombes sur les plages. Gérard Grisbeck, Jean-François Renou, reportage. Du matin jusqu'au soir, ils restent dans l'eau, surtout les enfants. Et comme sur toutes les plages du monde, on s'arrose et on rit. Oui, mais on est à Alger sur la plage de Raïs Amidou. Ici, vendredi dernier, 2 bombes ont explosé. Elles étaient enterrées dans le sable et ont provoqué un mouvement de panique. Il y a eu des morts, au moins 2 enfants et des blessés. Depuis, les mesures de sécurité ont été renforcées. La bombe, elle était explosée, nous sommes inquiétés. Et aujourd'hui, ça t'empêche pas de venir? Non. T'as pas peur? Non. C'est comme ça en Algérie. Et un drame, tout de suite après, on essuie, on efface et la vie reprend. C'est la plage populaire, ils connaissent partout. Toutes les jeunesses algériennes, ils commencent la première fois qu'ils viennent à la plage ici. Et sur le trajet le plus court, quoi. Voilà. Alors ceux qui n'ont pas les moyens pour se déplacer, alors ils viennent ici, vous voyez. Une plage en effet très populaire, pas loin de Bab el-Oued, mais les bombes ont déjà fait leur effet. Aujourd'hui, beaucoup de familles ne sont pas venues. La sécurité reste bien le problème numéro 1 de l'Algérie, même si le gouvernement cherche à rassurer une population qui est bien obligée de continuer à vivre. Et cette question de la sécurité sera au centre des discussions de la mission des Nations Unies qui arrivera demain à Alger. Le gouvernement intégriste musulman de Kaboul fait le ménage des étrangers encore présents dans la capitale afghane. Les organisations humanitaires ont été priées de faire leur paquet alors que plus de la moitié de la population de la capitale dépend d'une façon ou d'une autre de leur présence sur les lieux. Visiblement, les autorités de ce pays n'ont plus l'intention d'être observées par des étrangers. Dorothée Olyric. Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Action contre la faim. Au total, 30 organisations viennent d'être expulsées de Kaboul. À Paris, cet après-midi, leurs représentants ont dénoncé collectivement l'attitude des talibans. Le départ de ces associations provoque l'interruption brutale de cette aide. Dans une ville détruite à 70% par la guerre, dans une ville où on considère que sur 1 million d'habitants, au moins 60% de la population vit ou survit grâce à cette aide humanitaire. Et maintenant, c'est vrai qu'il n'y aura plus personne pour témoigner de leur souffrance et qu'il y aura donc un voile de plus en plus opaque mis sur l'ensemble de cette capitale. Et c'est vrai que notre départ est des plus regrettables pour la population. Les premières victimes de ces expulsions, ce sont ces femmes. Prisonnières du voile depuis près de 2 ans, elles n'ont plus accès à l'éducation ni aux soins. Les femmes n'ont pas le droit de travailler
et dans les hôpitaux, les médecins hommes ne peuvent les ausculter. La logique des talibans va à l'encontre de toutes les règles de la médecine. Le médecin n'est autorisé à toucher que la partie malade du patient. Il ne peut toucher aucune autre partie du corps, seulement la partie affectée. Les organisations humanitaires s'occupaient des cas de malnutrition de dizaines de milliers d'enfants, mais aussi de l'hygiène, de la santé et de l'alimentation de leurs mères. Les talibans se moquent des conséquences. Ce qui compte pour eux, c'est la propagation de la vertu et la prohibition du vice. Ils en ont même fait un ministère. La croisière qui ne s'amuse plus vraiment hier soir au large de la Floride. L'arrière d'un paquebot a pris feu, mais quelques 3000 passagers et membres d'équipage ont réussi à se réfugier vers l'avant du navire. Les pompiers ont pu maîtriser les flammes en quelques heures. Le bateau a ensuite été remorqué lentement vers Miami. Retour en France, actuellement se déroule dans notre ciel le Tour de France aérien et l'on s'aperçoit à cette occasion que la récente crise à Air France, le fait que le métier de pilote ne soit plus aussi bien rémunéré que par le passé, eh bien n'empêche en rien les vocations d'éclore chez les plus jeunes. Damien Thévenot, Patrick Voix. T'as combien de carburant toi? Tu consommes combien hein? Je consomme 28 litres à l'heure et j'ai 130 litres. Quelques petites vérifications de dernière minute, juste avant le départ. Carburant, itinéraire ou encore durée de vol, chaque paramètre est vérifié. Nicolas a 19 ans et son brevet de pilote en poche. Il fait partie des 50 concurrents de ce Tour de France aérien. Une épreuve qui se déroule sur 10 jours, de ville en ville, avec des règles à respecter. Le but c'est d'aller d'un point tournant à un autre et en ligne droite le plus droit possible. Et à chaque fois qu'on dévie de la ligne droite, on perd des points. Pour relever le défi, les concurrents sont seuls aux commandes. Chaque jour, 300 à 400 km sont parcourus. Pour Nicolas, c'est le bonheur à l'état pur, à 900 mètres d'altitude. On n'a pas l'impression d'être dans la même vie que quand on est au sol. Moi j'ai l'impression d'être dans une autre phase, dans une autre dimension. Tout est plus petit donc c'est plus la même chose. Au bout de quelques heures de vol, il faut bien revenir sur Terre. Un retour parfois mouvementé, à l'image du chemin qui sépare le pilote professionnel de l'amateur. 6 ans d'études après le bac, une sélection difficile dans les écoles, Nicolas et ses copains connaissent tout ça par cœur. Pourtant, rien ne peut les décourager, même quand c'est le professionnel qui parle. D'année en année, le niveau technique augmente. C'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus fin, c'est de plus en plus serré. On leur demande des choses de plus en plus pointues dans tous les domaines. Des domaines qu'ils vont continuer à approfondir, c'est promis, pour arriver à de telles prouesses. Dimanche prochain, à l'issue des épreuves au Touquet, Nicolas et tous les concurrents auront parcouru 3300 km en tout. Première étape sur le long chemin d'une carrière de pilote professionnel. Pour éviter les noyades en mer durant cet été, la Fédération nationale de natation a implanté 12 sites sur la côte atlantique pour permettre à ceux qui le désirent d'apprendre à nager en mer, ce qui n'est pas la même chose qu'en piscine. David Bazier, Philippe Dumail. Allez-vous vous allonger dans l'eau et jouer en restant allongé. J'ai pas le droit de me mettre debout. Faire face aux vagues de l'Atlantique, c'est toujours un défi. Et pourtant, la formation des petits baigneurs s'arrête bien souvent aux limites de la piscine. D'où l'idée de la Fédération française de natation d'accompagner pour la première fois les touristes dans la conquête du Grand Bleu. Face à cet océan qu'ils ne connaissent pas, ils refusent complètement d'y aller par peur, par méconnaissance, ou alors au contraire ils y vont, ils s'y jettent, entre guillemets, en méconnaissant les dangers que ça peut représenter. Et là on arrive quelquefois malheureusement à l'accident, quoi. Veuillez vous baigner dans la zone de bain délimitée par les drapeaux bleus. 179 décès par noyade en mer durant l'été 94. C'est le dernier bilan dressé par le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, la surveillance est stricte sur la côte atlantique. Interdiction de patauger hors zone de baignade pour cause de baïne. Une baïne, c'est un trou d'eau qui se vide donc au descendant et qui emporte les personnes à 200-250 mètres au large. Mais l'étendard de la sécurité, c'est un peu le plaisir en berne, quand la vague peut être une amie. Quand on est pile sous la vague, quand le rouleau passe sur nous, comment on fait là? Quand vous voyez ça, il faut vite passer dessous. Et en fait, la lèvre tombe derrière vous, mais vous êtes passé. Donc il faut se jeter lorsque la vague arrive
Il faut se jeter à travers et pas attendre que la vague te tombe dessus. On est obligé de le faire? Et oui, même le monsieur qui tient la caméra doit se jeter à l'eau, car la formation piscine grandeur nature s'adresse aussi aux grands qui boivent la tasse. Suite des défilés haute couture de l'hiver prochain. Aujourd'hui, ce soir plus exactement, Chanel et Lacroix. Nicole Cornu-Langlois, Bernard Collard. Pour comprendre vraiment ce qu'est la haute couture, il suffit de regarder ces images. Expression de l'esprit Christian Lacroix. De la couture épure, de la couture culture. Ainsi ce tailleur en denim, travaillé de galons frangés à col de fourrure brodée, avec jupe portefeuille constellée d'arabesques lumineuses, est le symbole de la profession de foi de ce créateur qui déclare son attachement au fait main, qui fait tout. Hommage aux artisans de plus en plus artistes, dont le savoir calme ses angoisses. Cette année, les peintures de Velázquez sont à l'origine de son imaginaire. L'envie de pénétrer dans des peintures de l'esprit d'eux. Pas seulement Velázquez, jusqu'à Zurbarán, on peut même aller jusqu'à Dali. C'est la peinture espagnole et sa noirceur qui pour moi est à la fois pleine de religiosité et de sensualité, d'obscurantisme parfois, mais en même temps d'une lumière fabuleuse même si on est dans les noirs. Entre le magique et le perfectionnisme, entre le païen et le sacré, entre nostalgie et ivresse de vivre, cette collection a suscité beaucoup d'émotions et une ovation. À l'opposé, dans les salons de la rue Cambon, Karl Lagerfeld propose pour Chanel un hiver monacal, en sandales, jupes en biais et même les vestes ne sont plus ce qu'elles étaient. Quelques brillances le soir, une ligne nouvelle plus ample. Les bijoux sont sobres, le collier écharpe en corail rehausse une robe stricte. Une élégance discrète mais évidente. Retour sur un succès cinématographique de 1996, un film anglais, Les Virtuoses, l'histoire d'une fanfare municipale d'une commune minière en pleine crise et qui connaîtra un succès national dans le pays. Le film était tiré d'une histoire vraie, la ville minière est réellement en crise, victime de l'exploitation du charbon, et la fanfare reste le témoin de la vie de cette région. Reportage Olivier Lenouza, Frédéric Mazy. Quelques notes de musique qui redonnent momentanément vie à une mine abandonnée du sud Yorkshire de l'Angleterre. La mine de Grimthorpe a cessé toute activité il y a plus de 5 ans. Fin janvier 1993, après plusieurs mois de grève, les mineurs sont tous licenciés par le gouvernement britannique. Un petit groupe de résistants tente alors de préserver l'essentiel, trouver des subventions afin de sauver leur culture, leur âme, leur fanfare créée au début du siècle. Nous sommes très fiers que la fanfare nous représente. Elle fait partie de notre vie, dès l'enfance et ce jusqu'à l'âge adulte. La fanfare reflète l'esprit, la culture, la musique du village de Grimthorpe. The Grimthorpe Colliery Band, l'une des plus prestigieuses fanfares dont l'histoire a été mise en lumière dans Les Virtuoses. Un film qui raconte comment des ouvriers musiciens ont remporté le premier prix au concours national de fanfare, 4 jours seulement après avoir appris la fermeture de leur mine. Aujourd'hui, les cuivres de Grimthorpe continuent de vibrer en Angleterre, mais également à l'étranger. C'est évidemment un grand honneur. Les gens sont fiers qu'une fanfare représente leur village à l'étranger.
Ils sont fiers que la fanfare soit le porte-drapeau de toute leur région. Grimesthorpe, noyé dans la torpeur des villes minières du nord de l'Angleterre, compte 5000 habitants. 45% de la population active est au chômage. Une cité giflée par le destin, mais qui n'a jamais perdu son unique fierté. Une simple fanfare aujourd'hui sauvée grâce à la volonté de quelques hommes, devenus eux aussi des virtuoses, les virtuoses de l'espoir. Et avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi. D'abord, catastrophe nationale en Espagne, 26 000 hectares détruits par le feu en Catalogne. La population est mobilisée aux côtés des sauveteurs, mais manque visiblement de moyens. Le gouvernement confirmera demain qu'il ne taxera pas les œuvres d'art dans le calcul de l'impôt sur la fortune, mais qu'il changera le calcul et allégera la taxe professionnelle qui pèse, elle, sur les entreprises en France. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.